Il y a une force irrésistible sur la Terre, une force irrésistible, aussi irrésistible que la gravité. Comme la gravité, elle travaille jour et nuit pour que les choses restent sur la Terre, la deuxième force de quoi je vais parler aujourd'hui s'appelle la succession. Et c'est une force de la nature qu'il faut comprendre pour faire les bons designs en permaculture. Mais non seulement pour faire les bons designs, mais pour se donner des outils de création. Donc on peut non seulement faire un design global avec une image dessinée sur papier qu'on va créer, mais on peut aussi utiliser cette force irrésistible pour le créer, avec des bonnes interventions au bon moment. La succession, elle commence dans un champ labouré. C'est le meilleur exemple. On va imaginer un champ labouré qui vient d'être abandonné. La terre, elle est nue. Elle est exposée au soleil. Elle sèche. Et elle n'aime pas. Elle est très pudique. Elle préfère se couvrir. Donc, ces premiers acteurs sont des annuelles. Et c'est tous les plantes qu'on connaît. On les trouve dans nos potagers. On commence à les aimer un petit peu maintenant. Mais jusque-là, c'était nos ennemis. Et c'est des annuelles. Dans un champ labouré, ça va être des annuelles comme le pissenlit, le chardon, le rumex, le veste des prés. Toutes ces plantes ont un rôle spécifique à jouer. Ils sont très nombreux. Ils ont plusieurs qualités. La première qualité en étant annuelle, c'est qu'ils reproduisent dans la première année à partir de germination. Certains se reproduisent très très vite comme le pissenlit. D'autres prennent un peu plus de temps qu'on le veste. Chacun a un job très spécifique. Donc par exemple, ceux qui ont les racines pivotantes, comme le pissenlit, le chardon, le rumex, ils envoient leurs racines très profondément dans la terre pour empêcher que la terre se tasse et pour amener les minéraux des profondeurs, pour les figer avec l'énergie du soleil dans leurs feuilles, pour que ces minéraux peuvent être décomposés par les habitants du sol et rendus accessibles aux prochaines lots d'acteurs qui vont arriver. Les prochaines lots d'acteurs qui vont arriver, ce sont des bisannuelles qui peuvent germer la première année comme une annuelle. Et parce qu'il n'y a personne qui est venu relabourer le champ ou faucher, il n'y a pas d'intervention humaine, ces bisannuelles la deuxième année, elles vont pouvoir fleurir, se reproduire et faire des graines. Ce qui fait que la troisième année, on a une population de bisannuelles plus importante et elle prend la place petit à petit des annuelles. On va voir aussi des buissons. On va voir des vivaces. Les plantes vivaces s'installent et pareil, parce qu'il n'y a pas d'intervention humaine, elle peut pousser, elle peut proliférer. Et chaque plante est en train de figer le soleil, de produire du biomasse pour nourrir le sol. Les habitants du sol vont transformer toute cette matière en humus qui va piéger des minéraux, qui va emmagasiner l'eau pour que la vie continue de se développer exponentiellement. Avec l'arrivée des buissons, comme le genêt, qui est une légumineuse, qui fait du bois très petit, qui est facile à faire décomposer, elle tire de l'azote de l'atmosphère comme toute légumineuse, comme le veste des prés. Et elle va enrichir le sol autour d'elle. Et le bouleau c'est un arbre pionnier qu'on trouve normalement qu'au bord des forêts, ou isolé, ou là où la forêt elle est en train de gagner le terrain sur la pâture. Et le bouleau aussi, une espèce pionnier destinée à se sacrifier aux plus grands arbres, parce que ces petites feuilles se décomposent très très vite pour enrichir le sol. Et une fois que le sol est enrichi par le bouleau, les plus grands arbres puissent s'installer, comme le chêne, le châtaignier et le hêtre. Elles vont finir par faire tellement d'ombre que le bouleau va mourir. Et même quand elle meurt, son bois, elle est très vite décomposée. Donc c'est une très très bonne énergie d'utiliser si on va créer une zone de forêt, même de forêt comestible. Pour enrichir le sol plus vite, on peut utiliser du genêt, on peut utiliser le bouleau.
Et on utilise cette énergie, cette force irrésistible qui pousse tout le temps vers l'objectif de créer du forêt. Donc, en permaculture, quand on pose une mulch de produits de plantes annuelles, du foin, de la paille, on est en train d'accélérer le processus de succession. Pour avoir 30 cm de paille ou de foin par terre pour enrichir le sol, il faudra beaucoup d'années. Mais nos interventions humaines en permaculture, on prend les ressources et on le concentre sur un endroit pour produire une zone plus fertile, plus rapidement. Si dans nos planches il y a le pissenlit, on n'essaie pas de l'enlever. On peut arracher des feuilles et les ajouter au mulch. On fait exactement ce que la nature fera, mais la nature prendra 1 an pour que les feuilles elles tombent. Elles deviennent la matière pour être digérées. Mais nous, on peut arracher des feuilles à chaque fois que le pissenlit repousse et on peut le poser dans le mulch. Comme ça, on a 6 ou 7 récoltes de biomasse pendant l'année, alors que la nature tout seul en fera qu'une. À force de tirer sur ces pieds de pissenlit, un beau jour, on tire dessus et la racine il s'enlève. À ce moment-là, on sait que son travail elle est fait et le sol elle est prête à aller au stade au-dessus. En agriculture moderne, on essaie de maintenir les écosystèmes à l'âge de 0 ans, à l'âge de 1 an, rarement l'âge de 2 ans. Et si on a des vivaces, et on a des arbres et on a des buissons dans nos écosystèmes, c'est comme une cour d'école où il y a des petits avec quelques grands. Et ces quelques grands, ils font du transmission de savoir aux petits, ils veillent sur les petits. Et quand on a des grands dans les écosystèmes, ça fait que des petits vont mieux. Un pied de consoude, qui est un vivace, qui travaille beaucoup. Elle envoie ses racines très profondément, elle amène les minéraux à la surface. Elle fait en sorte qu'il y a de l'eau qui rentre profondément dans les sols, à travers les couloirs faits par les racines. La consoude à côté des annuelles, fait que les annuelles poussent beaucoup mieux. Quand on a des arbres dans notre écosystème, elles enrichissent le sol autour d'elles, elles font de l'habitat pour les oiseaux, de la nourriture pour le vie animal, nous inclus, et elles font tomber des branches et des feuilles pour enrichir le sol, qui devient une ressource pour nous, pour qu'on puisse arrêter de faucher du foin et faucher des annuelles et utiliser comme mulch, mais on peut simplement ramasser des feuilles. Si on est très malin par design, on plante les arbres dans un endroit où, par les vents dominants, les feuilles vont être amenées par les énergies de la nature automatiquement dans nos jardins. Comme je disais, l'agriculture moderne, elle essaie de maintenir ces écosystèmes en état de bébé. Non seulement parce qu'ils sont plus facilement à dominer, mais parce qu'il faut s'occuper d'eux. Et il y a là le marché. S'occuper d'un bébé, il faut changer sa couche. Et il faut lui donner le biberon ou l'allaiter. Il faut faire tout pour ce bébé parce qu'il n'est pas autonome. Mais ce bébé, au fur et à mesure qu'il grandisse, on l'éduque et on essaie de le rendre autonome. Et on doit faire le même parallèle avec nos écosystèmes. On doit, par design, au lieu par éducation, de rendre nos écosystèmes autonomes, de les rendre mûrs, de les donner de la sagesse avec les éléments dedans qui travaillent ensemble. On voit la quantité d'énergie qu'il faut pour résister la gravité et travailler contre, pour lancer une fusée à Houston, en Texas, pour envoyer un satellite pour qu'il tourne autour de la Terre. La quantité de carburant qu'ils utilisent pour aller travailler dans le sens opposé de la gravité, elle est formidable. Pareillement avec l'agriculture moderne, qui essaie l'année après l'année de travailler dans le sens inverse de ce force de la nature qu'on appelle la succession, elle doit aussi utiliser beaucoup d'énergie, beaucoup d'intervention. Et ce n'est pas le but.